Il y a une règle simple concernant l'océan. Plus vous descendez, plus la réalité se déforme. Nous le savons aujourd'hui grâce à nos sous-marins, grâce à nos caméras, grâce à des explorateurs bien plus courageux que moi. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est que cette équation a toujours existé. La profondeur est synonyme d'horreur, et cela dure depuis toujours. Nous parlons ici d'une échelle de temps qui dépasse l'entendement, des centaines de millions d'années. À l'époque où les océans étaient dominés par des créatures qui feraient passer le grand requin blanc pour un poisson rouge, il existait déjà ce gradient de terreur. Les eaux peu profondes et les rivières abritaient des choses étranges, certes, mais dès que vous plongiez vers les abysses, c'était différent. C'était comme si l'évolution jouait aux fléchettes sur un tableau dans le noir complet pour voir ce qui allait survivre. Et voici ce dont personne ne parle vraiment. Ces océans primordiaux n'étaient pas seulement profonds, ils étaient obscurs d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. C'était une obscurité ancienne, une obscurité qui n'avait jamais vu un être humain, qui n'avait jamais vu un mammifère, qui n'avait jamais rien vu qui ait du sens pour notre logique moderne. Alors préparez-vous, nous allons faire un voyage. Nous allons commencer à la surface, là où les choses semblent presque normales. Et nous finirons là où la normalité est allée pour mourir. Commençons doucement, ou du moins aussi doucement que possible. Remontons le temps. Il y a environ 380 millions d'années. Nous sommes au large de ce qui est aujourd'hui l'Australie. L'eau est chaude, les récifs coralliens sont magnifiques, tout semble paisible. Et nageant au milieu de ce décor, il y a le Mater Piscis. Les scientifiques ne sont pas toujours très créatifs avec les noms. Mater Piscis signifie littéralement le poisson-mer. Mais ne vous fiez pas à ce nom presque doux. Voici ce que vous devez visualiser. Cette créature mesurait environ 30 cm de long. Elle n'avait pas d'écailles douces. Elle avait une tête blindée, une véritable armure osseuse. Et dans sa bouche, pas de dents classiques, mais des plaques dentaires massives conçues pour une seule chose, broyer. Elle mangeait des palourdes, des crustacés, tout ce qui craquait sous la pression. Jusqu'ici, c'est un poisson préhistorique classique, n'est-ce pas? Détrompez-vous. En 2008, une découverte a tout changé. On a trouvé un fossile de Mater Piscis, mais il n'était pas seul. À l'intérieur de son corps fossilisé, il y avait un bébé, et pas juste un œuf en attente, un bébé parfaitement formé, avec des os. Et, tenez-vous bien, il était relié à sa mère par ce qui est techniquement un cordon ombilical. Ce poisson était enceinte. Cela peut sembler anodin, mais réfléchissez-y une seconde. C'est la preuve la plus ancienne de viviparité chez les vertébrés. Avant cela, nous pensions que tout le monde pondait des œufs et s'en allait. Mais non, le Mater Piscis fabriquait des bébés entiers à l'intérieur de son corps blindé. Et ce n'était pas une tâche facile. Le bébé était gigantesque. Il faisait environ un quart de la taille de la mère. Imaginez être enceinte d'un être qui pèse 25% de votre propre poids. Maintenant, imaginez devoir nager avec ce fardeau, sans pause possible, parce que vous êtes dans un récif rempli de prédateurs blindés qui veulent vous manger. Vous devez nager constamment, surveiller vos arrières constamment, broyer des coquillages pour nourrir ce corps massif qui grandit en vous. C'était une stratégie de survie épuisante, mais nécessaire. Donner naissance à un bébé déjà grand, et il a une chance de ne pas mourir dans la minute. Mais le Mater Piscis avait de la chance. Il avait une armure, et il restait près de la lumière. Tout le monde n'avait pas ce luxe. Descendons un peu plus bas, là où la lumière du soleil commence à abandonner. C'est ici que vivait Ctenurella. C'était une petite chose, à peine 13 cm, et contrairement à ses cousins de la surface, elle n'avait presque aucune armure. Juste quelques plaques fines sur la tête. Tout le reste de son corps était exposé, nu, vulnérable. Mais vous pouviez savoir qu'elle vivait dans les profondeurs rien qu'en la regardant dans les yeux. Ses yeux étaient énormes. Et je ne dis pas grands pour sa taille. Je veux dire disproportionnés. Ils occupaient un espace ridicule sur son crâne.
Il n'y a qu'une seule raison biologique pour avoir des yeux pareils. Vous devez voir dans le noir absolu, qui Ténurella vivait à la base des récifs, dans les ombres perpétuelles. Elle chassait tout ce qu'elle pouvait trouver. Elle avait une longue queue en forme de fouet qu'elle utilisait pour se propulser à toute vitesse. Et elle devait être rapide. C'était sa seule défense. Elle ne pouvait pas se battre. Elle ne pouvait pas vraiment se cacher. Sa seule option était la vitesse. Espérer que rien ne la remarque avant qu'elle ne le remarque. Mais l'horreur de sa vie ne s'arrête pas là. Comme le Mater Piscis, Ténurella donnait naissance à des petits vivants. Elle relâchait des bébés entièrement formés directement dans cette eau noire, parce que des œufs auraient été dévorés en quelques secondes. Ces bébés devaient nager immédiatement, chasser immédiatement. Toute l'espèce vivait dans ce cycle de terreur constant. Naître dans le noir, essayer de ne pas être mangé, manger des choses plus petites, se reproduire si vous aviez une chance inouïe, et finir par être mangé de toute façon. Et pourtant, nous sommes toujours techniquement dans les eaux côtières. Éloignons-nous un instant de l'océan pour voir ce qui se passait dans les eaux douces, en Australie, dans les Billabong. Ces étangs troubles et stagnants qui ont l'air calmes mais qui ne le sont jamais. Il y a 360 millions d'années, le maître des lieux s'appelait Guluogongia. Il mesurait près d'1 mètre de long. Dans l'océan, c'est petit. Mais dans un étang, 1 mètre, c'est un monstre, c'est le roi. Mais ce n'est pas sa taille qui hante mes cauchemars, ce sont ses dents. Guluogongia avait 2 rangées de dents très spécifiques. La rangée avant était composée de crochets, des aiguilles courbées, pointant vers l'arrière de sa gorge. Une fois qu'une proie était prise là-dedans, la sortie était physiquement impossible. Plus vous bougiez, plus vous vous enfonciez. Et derrière ces crochets, des crocs, de longs poignards faits pour transpercer. Les scientifiques ont analysé ces dents. Elles étaient fines, trop fines pour briser des armures. Cela signifie que Guluogongia était un spécialiste de la chair tendre. Il chassait les petits poissons, les premiers amphibiens qui essayaient maladroitement de sortir de l'eau, tout ce qui était mou et qui pouvait être déchiqueté. Mais voici la partie la plus sinistre de cette histoire. Nous connaissons l'existence de ce monstre grâce à un site appelé Kanowindra. C'est un cimetière de fossiles. On a trouvé des douzaines de ces poissons, empilés les uns sur les autres, morts en même temps. Ce qui s'est passé est digne d'un film d'horreur psychologique. Leur point d'eau s'est asséché. Visualisez la scène. Le niveau de l'eau baisse jour après jour. Ces prédateurs suprêmes sont forcés de se rapprocher. L'espace se réduit. Ils sont désespérés. Ils sont affamés. Ils commencent probablement à se dévorer entre eux dans une frénésie de panique. Et finalement, l'eau disparaît complètement. Ils meurent tous là, entassés dans la boue, suffocants à l'air libre. C'est ainsi que nous les avons trouvés. Une fosse commune de prédateurs aux dents acérées, figés dans leur dernier moment d'agonie. Retournons à l'océan. C'est plus sûr, ou peut-être pas. Changeons de décor. Nous sommes maintenant dans des lagons, il y a 240 millions d'années, et nous allons rencontrer une créature qui a choisi une stratégie totalement différente. Le Largocephalosaurus. Son nom signifie lézard à grosse tête. C'est précis, mais ça ne rend pas justice à son allure grotesque. Imaginez un tonneau. Mettez une tête au bout, une queue à l'autre bout, et collez 4 nageoires sur les côtés. Puis, recouvrez le tout d'armure osseuse. C'était ça, le Largocephalosaurus. Une masse large, plate et lourdement défendue qui pataugeait dans les lagons. Son armure n'était pas une coquille unique. C'était des rangées de plaques osseuses et d'épines qui couraient le long de son dos. Mordre ce truc était une très mauvaise idée. Mais le plus étrange, c'était ses dents. Elles avaient la forme de feuilles, plates, arrondies. Ce ne sont pas des dents de tueurs. Ce sont des dents pour manger des plantes, ou peut-être des éponges. Personne n'est vraiment sûr. Mais ce reptile passait ses journées à flotter, mâchouillant des algues, imperturbable. Il était lent, il était lourd, et il respirait mal. Toute cette armure avait un coup. Ses côtes étaient verrouillées.
Il ne pouvait pas gonfler sa poitrine pour inspirer comme vous et moi. Il devait pomper l'air avec sa gorge. Imaginez devoir avaler chaque bouffée d'oxygène, minute après minute, tout en ayant la forme d'un bateau. Sa défense était le désintérêt. Il était si long, si dur et si ennuyeux que les prédateurs l'ignoraient. Personne ne veut passer 20 minutes à casser de l'os pour manger un peu de viande filandreuse. Mais si vous pensez que c'est de l'ingénierie excessive, attendez de voir le suivant. Le Sinosauros-Fargus. Cette chose ressemblait à quelqu'un qui aurait essayé de construire une tortue de mémoire et qui se serait trompé en cours de route. Il ne possédait pas une carapace, il possédait des milliers de petites plaques osseuses, une mosaïque d'armure qui recouvrait tout. Son dos, ses flancs, même ses nageoires, c'était une forteresse vivante. Et ce n'était même pas une tortue. Il vivait juste après la grande extinction du Permien, l'événement qui a tué 90% de la vie sur Terre. On dirait que le Sinosauros-Fargus a vu l'apocalypse et a pris une décision radicale. Je ne serai plus jamais vulnérable. Il a sacrifié sa mobilité pour une défense totale. Il ne nageait pas vraiment. Il marchait au fond de l'eau, lourdement, grattant le sol pour trouver à manger. Ses côtes étaient fusionnées, bord à bord. Il vivait dans une cage d'os qu'il avait lui-même construite. Pendant que d'autres reptiles apprenaient à devenir rapides ou intelligents, lui a choisi de devenir un tank. Et ça a marché. Il a survécu dans un monde post-apocalyptique simplement en étant impossible à détruire. Mais l'évolution ne va pas toujours vers le gigantisme. Parfois, l'horreur est minuscule. Parlons du Chambropatchicope. Il mesurait 4 mm, plus petit qu'un grain de riz, presque invisible à l'œil nu. Mais cette créature possédait quelque chose qui défie toute logique pour sa taille. Elle avait un seul œil géant, juste au milieu de son visage. Et cet œil était composé de 150 lentilles individuelles. Cette chose microscopique avait une meilleure vision que la plupart des animaux vivants aujourd'hui. Meilleure que la vôtre, c'est certain. Et elle utilisait cette vision pour une seule chose, la chasse. Oui, vous m'avez bien entendu, c'était un prédateur, un point microscopique qui nageait il y a 500 millions d'années et qui chassait activement. L'œil avait même des filtres intégrés pour gérer la lumière du soleil ou voir dans les eaux troubles. C'est une technologie biologique avancée sur une tête d'épingle. Avant même que les poissons n'aient des mâchoires, cette chose avait déjà tout compris. Elle avait des pattes sur la tête pour saisir ses proies. Elle dominait un monde invisible, un monde de violence à l'échelle millimétrique. Mais je vous ai promis des monstres, des vrais. Alors parlons d'une mâchoire qui fonctionne comme une paire de ciseaux industriels. Leistmanosteus, 3 mètres de long, une tête couverte de plaques osseuses. Mais oubliez les dents. Il n'en avait pas. À la place, les os de sa mâchoire formaient des lames, et ces lames étaient auto-affûtantes. C'est un détail qui me glace le sang. Chaque fois que Leistmanosteus fermait la gueule, la lame du haut frottait contre la lame du bas, comme un couteau sur une pierre à aiguiser, ce qui signifie que ses armes étaient toujours parfaites, toujours prêtes à couper, et il ne broyait pas, il tranchait. Grâce à des fossiles exceptionnels où l'on a retrouvé des traces de muscles, nous savons exactement comment il tuait. Il mordait et il retirait un morceau propre, chirurgical. Puis il mordait encore, jusqu'à ce que la proie cesse de bouger ou se vide de son sang. Il avait la force de couper l'os et la vitesse pour attraper ceux qui essayaient de fuir. Si Leistmanosteus décidait que vous étiez son repas, il n'y avait pas de négociation possible. C'était la fin de la conversation. Mais restons dans le thème des tueurs efficaces. Saviez-vous que les crocodiles ont déjà vécu en pleine mer? Pas dans les marais, au milieu de l'océan. Le Gyaeosaurus, 3 mètres de long. Mais il n'avait pas de pattes, il avait des nageoires, il avait une queue de poisson, il ne touchait jamais la terre ferme, jamais. Toute sa vie se passait dans le bleu profond. Il avait une peau lisse pour l'hydrodynamisme, pas d'armure lourde qui l'aurait ralenti. Mais regardez ses dents, elles étaient dentelées.
comme des couteaux à steak. Elles étaient faites pour couper la viande fraîche. Il chassait d'autres reptiles marins. Il chassait des proies qui se défendèrent. Le plus fascinant, c'est qu'il avait des glandes à sel dans son crâne. Il pouvait boire l'eau de mer et filtrer le sel, comme une tortue marine moderne. Il donnait naissance en pleine eau. Les bébés Géosaurus étaient expulsés directement dans l'océan et devaient se débrouiller seuls dès la première seconde. C'était il y a 150 millions d'années. Bien avant les baleines, bien avant les dauphins, l'océan avait déjà inventé le concept du prédateur parfait, mais avec l'ADN d'un crocodile. Pourtant, la vie en mer n'était pas un choix pour tout le monde. Pour certains, c'était une prison. Le Yunguisaurus, c'était l'ancêtre des plésiosaures. 4 mètres de long, un long cou, 4 nageoires. Le problème, c'est que son squelette portait encore les traces de ses ancêtres terrestres. Mais son corps était déjà trop adapté à l'eau. Il ne pouvait plus marcher. Ses nageoires ne le portaient pas sur le sable. Il était coincé. Né dans l'eau, mort dans l'eau. Pas de choix. Il vivait juste après la grande extinction dans des océans à moitié vides. Il était l'un des plus grands prédateurs de son époque, mais seulement par défaut. Parce que tous les autres monstres étaient morts. Il régnait sur un royaume fantôme, mangeant les rares poissons survivants, incapable de retourner sur la terre ferme qu'il avait rejetée. Mais si vous voulez voir une mâchoire qui n'a aucun sens, il faut regarder l'Onychodus. Ce poisson vivait au Canada il y a 360 millions d'années. Sa mâchoire inférieure ne fonctionnait pas comme la vôtre. À l'avant de sa bouche, il avait une spirale de dents, des crochets courbés vers l'arrière. Mais ce n'était pas fixe. Cette structure pouvait se rétracter et se projeter comme un piston. Imaginez une main pleine de griffes qui sort de la bouche pour vous attraper et vous tirer vers l'intérieur. Et au fond de sa gorge, des poignards massifs pour finir le travail. Les fossiles nous montrent que sa mâchoire inférieure faisait presque la moitié de la longueur de son crâne. C'était une arme de cauchemar. Il chassait en embuscade, projetant ses dents avant pour agripper des proies glissantes, puis utilisant ses crocs arrière pour percer les écailles et les os. C'était une mécanique complexe, brutale et terrifiante. Et pourtant, il devait faire attention, car les eaux dans lesquelles il nageait étaient remplies de choses encore plus grosses que lui. Mais la bizarrerie ne s'arrête pas aux dents. Parlons des pattes. Le Balauticaris. Je veux que vous visualisiez un chiffre. 110. Maintenant, doublez-le. Cette créature avait 110 paires de pattes, soit 220 pattes individuelles, sur un seul animal. Il mesurait environ 25 cm et ressemblait à une expérience ratée. Une carapace à l'avant comme un casque et derrière un corps interminable, segmenté, avec 7 forêts de pattes qui s'agitaient en permanence. Le plus drôle, on ne sait pas ce qu'il mangeait. Il n'avait pas de griffes, pas de bouche de prédateur. La meilleure théorie est qu'il nageait sur le dos, utilisant ses centaines de pattes pour filtrer l'eau et attraper du plancton. Il était juste là, une absurdité biologique nageant dans l'océan cambrien. Trop grand pour être ignoré, trop bizarre pour être compris. Et puisqu'on parle de bizarrerie du Cambrien, il faut parler d'Urdia. Imaginez un prédateur avec une tête de chevalier médiéval. Urdia avait une structure qui dépassait de son visage. Un bouclier céphalique en 3 parties, pointu, qui s'avançait loin devant lui. Personne ne sait exactement pourquoi. Peut-être pour creuser dans la boue, peut-être pour faire peur, peut-être pour se battre. Derrière ce bouclier, il avait des bras épineux pour attraper ses proies et une bouche circulaire en forme de tranche d'ananas pour broyer. C'était un prédateur dominant il y a 500 millions d'années. Une machine à tuer avec un casque géant qui sillonnait les mers à la recherche de trilobites. L'évolution testait des designs et apparemment, le design chevalier sous-marin a fonctionné pendant des millions d'années. Mais finissons avec les vrais géants, les titans, le Plesiosuchus, encore un crocodile marin. Mais celui-ci faisait 6 mètres de long. Et il avait le comportement d'une orque moderne. Il ne se contentait pas de poissons, il chassait d'autres reptiles marins.
Ses dents étaient faites pour découper des animaux de sa propre taille. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. Presque, car il partageait l'océan avec les pliosaures. Et là, on entre dans la démesure totale. Parlons du Lorenosaurus. Il est apparu il y a 170 millions d'années. C'était le début de la dynastie des monstres. 6 mètres de long, mais avec une mâchoire qui faisait plus d'1,30 mètre. Une mâchoire construite pour une pression hydraulique dévastatrice. Les analyses montrent qu'il avait une force de morsure capable de pulvériser n'importe quoi. Os, armure, chair. Il n'avait pas de rivaux. Il était le premier des méga-prédateurs. Celui qui a prouvé que la meilleure stratégie dans l'océan, c'est simplement d'être plus gros et de mordre plus fort que tout le monde. Et pourtant, le plus gros poisson de cette époque n'était pas un tueur. Le Titanictis, 7 mètres de long. Une tête blindée gigantesque. Il ressemblait au terrifiant Doncleosteus. Il avait l'air d'une machine de guerre, mais ses mâchoires, elles étaient faibles, fines, incapables de casser une coquille. Alors, que faisait ce géant blindé? Il ouvrait la bouche et il nageait. C'était un filtreur, comme nos baleines actuelles. Il avalait des tonnes d'eau pour capturer du plancton microscopique. C'est l'ironie ultime de l'océan préhistorique. Le monstre le plus imposant, celui qui aurait pu vous faire une crise cardiaque rien qu'en apparaissant dans l'eau trouble, était inoffensif. Il était le premier géant doux. Il a survécu en étant trop gros pour être mangé et en mangeant de la nourriture qui ne se débattait pas. L'océan est un endroit étrange. Des mers blindées, des crocodiles qui ne marchent pas, des tueurs microscopiques à un œil et des géants qui mangent de la poussière. Si vous deviez choisir laquelle de ces créatures vous effraie le plus, dites-le moi dans les commentaires. Pour moi, c'est définitivement le goulot Gongia et ses dents crochues. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées dans l'inconnu. On se revoit très vite.